Savez-vous que les coproduits de l'agroalimentaire offrent de nombreux avantages, en particulier pour l'élevage de bovins? Bonjour, donc je m'appelle Denis Urban, je suis producteur de lait à Bergstedt, à 15 km de Strasbourg, associé avec mon frère et mon neveu sur une structure produisant 1 500 000 litres de lait avec 150 vaches laitières. Alors oui, on utilise des coproduits, notamment des pulpes de betterave comme on a ici sur le silo. On est producteur de betteraves sucrières et en contrepartie on reçoit les pulpes de betterave qui nous permettent de nourrir notre troupeau. Alors aujourd'hui on utilise, hormis donc ces pulpes de betterave, on fait également 2 gros mélanges, dits mélanges pollen sur l'année. C'est-à-dire que grâce aux différentes industries agroalimentaires du secteur et de la région, on peut bénéficier de sous-produits alimentaires qu'on peut incorporer dans la ration de nos vaches laitières. Donc ça représente grosso modo 40% de ce que nos vaches laitières consomment sont donc des coproduits qui autrefois étaient plus ou moins pris comme du bas de gamme et du déchet, alors que c'est pas du tout un déchet, ça permet vraiment de donner une deuxième vie à quelque chose qu'on produit. Donc les intérêts de l'utilisation des coproduits dans la production laitière sont multiples. Moi j'en retiendrai principalement 2. C'est la variabilité qu'on peut apporter dans la ration des vaches laitières et pouvoir adapter les besoins des animaux suivant les produits disponibles. Et le fait le plus marquant serait pour moi la sécurisation du système fourrager, c'est-à-dire de mobiliser moins de surface agricole pour produire notre lait sur notre exploitation. Mais qu'est-ce que sont exactement les coproduits et comment fonctionne l'économie circulaire dans leur récupération jusqu'à la consommation de produits laitiers? Les coproduits sont les résidus ou les sous-produits générés lors de la transformation des matières premières agricoles. Plutôt que de les considérer comme des déchets, ils peuvent être récupérés et réutilisés pour alimenter les bovins de la région qui produiront par la suite les produits laitiers que nous connaissons. Donc moi je suis Amélie Durand, donc je suis technicienne en élevage au sein de la coopérative Alsace-Lait. Alors à la base, les coproduits, on prenait ça comme un déchet, mais c'est pas du tout un déchet, c'est quelque chose qui a un intérêt technique au niveau des exploitations. Ça permet beaucoup de sécuriser les systèmes dans nos exploitations qui sont relativement petites en termes de surface et qui ont besoin de produits extérieurs pour assurer une sécurité en termes de fourrage. On a la chance en Alsace d'avoir beaucoup d'industriels qui génèrent des coproduits. Donc on a des brasseries type Météor ou Cronenbourg avec des drèches de brasserie. On a aussi des amis d'Omline qui génèrent du wheatfeed ou du corn, du feed. Et bien sûr on a encore une sucrerie, donc Cristalino, qui permet à nos producteurs d'utiliser des pulpes de betterave. Mais comment fonctionne le système digestif des bovins et comment leur alimentation peut avoir un impact sur leur production de lait? Moi, je suis Alice Berchou, je suis chargée de projet en production laitière à l'Institut de l'élevage. Bon, les vaches laitières, les vaches allaitantes, c'est des ruminants. Ce qu'il faut pour que leur rumen fonctionne bien, c'est d'avoir un équilibre entre des apports énergétiques et des apports protéiques. Et il faut qu'on ait des rations avec une certaine fibrosité physique et chimique pour que le rumen tourne bien en plus des apports d'énergie et de protéines.
Donc, si un animal a une alimentation qui est adaptée à ses besoins, du coup, il va produire des volumes de lait qui sont adaptés à l'objectif de l'éleveur et produire un lait qui sera de qualité d'un point de vue teneur en matière grasse et en matière protéique. Quels sont les avantages et les inconvénients de l'utilisation des coproduits dans l'alimentation des bovins? En plus de maîtriser l'origine de ces produits, parce que la traçabilité elle est connue avec les coproduits issus de la région, de la grande région, on sait d'où ça vient, voilà, donc l'origine est connue par rapport à du soja qui vient d'outre-Atlantique par exemple. En plus de maîtriser l'origine, on maîtrise aussi le coût, quoi, finalement. Et c'est là où on obtient toute la résilience, c'est-à-dire qu'on est beaucoup moins fluctuant des cours mondiaux de toutes les matières premières, parce que justement on utilise ces coproduits locaux, quoi. Les inconvénients, c'est que, j'allais dire, c'est peut-être un approvisionnement ou des filières à mettre en place qui sont peut-être un petit peu plus compliquées. Parce que la facilité, mais c'est comme pour tout, quoi. Je vais vous donner un autre exemple. Vous voulez mieux valoriser votre lait. Vous montez un atelier de transfo, vous vendez des fromages. Bon, théoriquement, vous allez gagner plus, parce que vous allez vendre en local, vous allez internaliser votre marge, en fait, hein, donc la marge va revenir sur les produits, sauf qu'il va falloir développer vos circuits de vente et tout ça. Et finalement, on se dit que, en réfléchissant, c'est quand même plus facile que la coopérative passe tous les 2 jours collecter le lait directement à la ferme, plutôt que d'organiser soi-même son circuit de distribution. Vous voyez, c'est plus facile de passer par un circuit de distribution et de commercialisation déjà en place que de créer un nouveau circuit. L'élevage dans le Grand Est est confronté à des risques liés au climat et à l'environnement. Les changements climatiques, les sécheresses prolongées et la pénurie d'eau sur les périodes de production végétale peuvent avoir un impact considérable sur la production agricole et l'élevage de vaches laitières. Les événements climatiques auxquels on est confronté nous encouragent à augmenter très fort la circularité de l'usage des ressources, parce qu'en fait, on en a pas plus, quoi. Je vais exagérer, mais ça fait 25 ans qu'en fait, les rendements des cultures en France ne stagnent. Et là-dessus se rajoute le fait qu'il y a des chocs climatiques. Donc des chocs climatiques qui peuvent être la chaleur comme l'eau, hein, mais comme l'eau au sens trop d'eau. 2016, c'est un excès d'eau. Enfin, c'est la combinaison d'un hiver trop doux et d'un mois de juin où il y a eu des inondations. Donc on a eu beaucoup d'aléas climatiques les dernières années qui ont mis en souffrance certaines exploitations, donc avec des rendements sur les fourrages qui étaient diminués. Et donc les coproduits ont permis de pallier à ces diminutions de rendement, notamment sur le maïs ensilage dans le système alsacien. L'utilisation de coproduits reste et demeure une solution à la maîtrise de ce problème majeur. Heureusement, le territoire du Grand Est regorge de ressources locales considérables, comme en Alsace-Lorraine. Rien qu'en Alsace-Lorraine, nous trouvons des chiffres impressionnants. Nous parlons de 135 000 tonnes de drèches de brasserie, 85 000 tonnes de cornes humides, 10 000 tonnes de drèches de soja issues de la production de boissons de soja et 90 000 tonnes de pulpe de betterave. Les ressources abondantes contribuent aujourd'hui à la ressource alimentaire pour l'agriculture locale. Cependant, ces ressources locales peuvent également susciter des conflits d'intérêts. D'un côté, certains acteurs privilégient la récupération des coproduits pour le développement de la méthanisation, une technologie qui produit de l'énergie verte à partir de la biomasse. On développe la méthanisation dans des systèmes d'élevage ou de polyculture élevage pour pouvoir valoriser les effluents d'élevage, produire de l'énergie et en retour, on a un digestat avec de l'azote qui est sous une forme rapidement minéralisable
qui permet derrière d'être valorisé par les plantes. Donc on était quand même sur un système plutôt vertueux de diversification au niveau des exploitations agricoles, qui permettait une diversification au niveau du revenu, puisque la méthanisation permettait de vendre de l'électricité ou du gaz. Donc c'est toujours ce schéma-là qui s'impose aujourd'hui dans les fermes, sauf que ce qu'on constate, c'est qu'il y a aujourd'hui, les méthaniseurs ne sont plus alimentés qu'avec des effluents d'élevage. Il y a des cultures intermédiaires à vocation énergétique qui viennent alimenter le méthaniseur. Il peut avoir parfois une part de maïs en silage, un petit peu d'herbe, et il y a également les coproduits qui rentrent dedans. Donc, je dirais pas, j'ai pas d'avis spécifique sur est-ce que la méthanisation c'est bien ou mal. Ça permet de produire de l'énergie, de faire un complément de revenus pour les agriculteurs. Le constat est quand même que aujourd'hui, il faut se poser la question de l'allocation de la biomasse. C'est que cette biomasse, qu'est-ce qu'on veut en faire? Est-ce que on veut s'en servir pour alimenter nos animaux d'élevage ou est-ce qu'on veut s'en servir pour produire de l'énergie? Ce qui est, en tout cas, ce qu'on constate, ou du moins ce qui se dit dans les campagnes et qu'on entend très régulièrement, c'est que, étant donné que la méthanisation n'était pas présente sur le territoire du Grand Est ou très peu il y a 15 ans, les éleveurs constatent aujourd'hui une tension sur les ressources de biomasse, que ce soit coproduits ou ressources fourragères, et que la conséquence, c'est une hausse des prix. Une hausse des prix à l'achat, que ce soit sur l'ensilage de maïs sur pied ou bien sur des achats de coproduits. L'arbitrage, il était évident il y a 5 ans, quand on était, parce qu'il faut voir à quelle échelle on se situe. Si je suis agriculteur et que je développe des méthaniseurs collectivement, petits collectifs, etc., et que l'on m'assure, on va être très clair, hein, et qu'on m'assure un revenu fixe pendant 15 ans, c'est évident qu'il faut passer les matières premières qu'on a en méthanisation. Ben, c'est normal. Les gars, on leur annonce, je parle des agriculteurs, hein, les agriculteurs, on leur dit, il se trouve que vous avez des coproduits, alors c'est un peu plus compliqué que ça, il se trouve que vous avez des matières premières que vous pouvez utiliser et mettre dans vos méthaniseurs. On vous garantit un prix de rachat du gaz qui est 4 fois supérieur au prix de marché à l'époque. Le modèle économique, c'est il faut, entre guillemets, juste que vous soyez capable de faire tourner votre méthaniseur et vous serez riche. Donc après, se sont présentés 2 problèmes très rapidement. C'est que si sur un territoire, il y a un méthaniseur, ça va, parce qu'il peut valoriser les coproduits du coin, il peut méthaniser, voilà, ça pose pas de problème. Dès lors qu'on monte en puissance le nombre de méthaniseurs, en fait, on a une ressource limitée. Nous, on pose juste le diagnostic. C'est-à-dire que si demain les pouvoirs publics, les politiques, les citoyens ou les pouvoirs publics veulent de l'élevage, veulent maintenir des prairies déjà, sur des zones mixtes comme la Lorraine, il va falloir un moment qu'ils aient le courage d'affirmer ce choix, de vouloir maintenir la prairie et l'élevage, et de dire, de faire un arbitrage quelque part sur les matières premières en disant, ces matières premières-là, elles sont destinées pour telle quantité, que vous soyez d'accord ou non, à l'élevage, parce qu'on a besoin justement de faire tourner ces filières qui ont un rôle non négligeable dans cette économie circulaire, justement. Et puis un volume X plus petit qui sera destiné à la production d'énergie parce qu'on a aussi besoin de production énergétique. Si, et c'est le cas en ce moment, la société dit on veut maintenir les prairies permanentes parce que ça stocke du carbone, parce que ça a un effet sur la biodiversité, sur le réchauffement climatique, surtout, et dit on veut maintenir l'élevage parce qu'il nous faut encore de l'élevage laitier en zone mixte avant d'être en pénurie de lait, etc., quelque part, il faut être en cohérence avec ses opinions et dire si on veut maintenir l'élevage, il faut maintenir une quantité de coproduits, qui sont des matières premières, qui soient destinées à l'élevage, quoi. Il y a une deuxième chose, c'est soit dire c'est aux politiques d'avoir le courage de dire on réserve ces matières premières-là
en partie à l'élevage, pour sauver l'élevage. Et la deuxième chose, c'est de dire un peu comme il s'est passé en Alsace, là, c'est de fédérer plusieurs éleveurs et que ensemble, les éleveurs, ils puissent monter au créneau et aller voir ces grands groupes en leur disant, bah voilà, nous on s'engage tous les ans à vous acheter telle quantité de drèches et on passe un contrat et ces quantités de drèches là, vous nous les réservez, quoi. Voilà. Ça peut être ça aussi. Si on regarde par exemple les grands groupes en Alsace, les grands groupes de brasseurs qui font beaucoup de bière, ils ont eu énormément d'argent public pour se développer, pour implanter leur structure dans des régions comme le Grand Est. Énormément d'argent public de la France et de la région Grand Est pour s'implanter, pour développer leur activité économique sur place. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand la drèche part tout à l'étranger, finalement, il n'y a pas de retour sur investissement de l'argent public injecté. Et ça, c'est complètement anti-économie circulaire, si vous voulez. C'est l'économie qui vient sur une entreprise et au lieu de retourner sur les autres acteurs de la région, qui est la filière agricole par exemple, et ben ça part à l'export, ça part à l'étranger parce que le bénéfice est plus important. Donc quelque part, il faudrait dire à un moment à ces structures, bah, attendez, vous étiez bien content que quand vous aviez des difficultés économiques ou autres, la région ou l'État français viennent à votre aide, viennent à votre secours pour sauver votre entreprise. Et ben, en fait, ce pourquoi on a sauvé votre entreprise, c'est pour valoriser à l'échelle territoriale, à l'échelle locale, vos coproduits pour contribuer à l'économie circulaire de ce territoire, quoi. Et donc ça, il faudrait leur rappeler peut-être à un moment pour qu'ils comprennent que c'est pas pour se développer à l'export que de l'argent local a été injecté dans leur structure, quoi. Cette situation soulève des questions complexes quant à la meilleure utilisation de ces coproduits et l'avenir de l'élevage. Alors aujourd'hui, si on prend l'élevage en général, c'est pas forcément un secteur d'activité qui est très vendeur, notamment au niveau de nos médias. Donc forcément, les jeunes qui sont en réflexion de choix professionnels ne se dirigent pas forcément vers le monde de l'élevage. Et aujourd'hui, l'utilisation de coproduits nous permet à nous, producteurs de lait, de nous concentrer vraiment sur la production de lait en termes de quantité et de qualité, par rapport plutôt à la production de fourrage qui est très chronophage et qui serait justement remplacé par l'utilisation de ces coproduits-là. Pour parvenir à une solution équilibrée, il est crucial d'engager une concertation entre les différents acteurs impliqués. Les agriculteurs, les éleveurs, les entreprises agroalimentaires et les autorités locales doivent travailler ensemble pour trouver des solutions durables et bénéfiques pour tous. À ma connaissance, mais c'est à ma connaissance, il n'y a pas de lieu de concertation 360 degrés là-dessus dans aucune région française. Le monde agricole est un petit acteur par rapport au monde de l'énergie. Ils arrivent sur un territoire, ils veulent racheter des méthaniseurs en place, ils vont racheter les ressources en place, et donc ils vont contribuer indirectement à la spéculation sur la ressource. Et c'est une vraie, et d'où la notion d'essayer de monter des structures de concertation, parce qu'il y a de la confiscation de ressources. C'est un peu, finalement, on pourrait imaginer quelque chose de très équivalent à l'eau. Hein. L'eau est gérée, c'est le préfet qui gère, hein, attention, hein, ça c'est parce qu'il y a des conflits d'usage, et puis là on est bien dans la notion de conflit d'usage, conflit d'usage. L'élevage pourrait-il encore assurer son rôle premier, nourrir notre société ? En somme, l'économie circulaire des coproduits de l'agroalimentaire dans le Grand Est présente des opportunités très intéressantes, mais aussi des défis à relever. En travaillant ensemble, nous pouvons trouver des solutions qui soutiennent à la fois l'agriculture locale, l'élevage de bovins et la préservation de notre environnement.